Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Le Petit Pilier, la seule émission de Nouvelle-Aquitaine entièrement consacrée au ballon ovale, à l'actualité de l'Ovalie dans la région. Et ce soir, ils sont encore là parce qu'on ne change pas une équipe qui perd. Nicolas Paolorsi, Dorian Malvezin, je plaisante, une équipe qui gagne. Bonsoir messieurs, Dorian Malvezin, Nicolas Paolorsi, nos deux experts, deux journalistes spécialisés dans le sport et dans le rugby. Ce soir, pour évoquer les thèmes de cette émission, de ce Petit Pilier, nous allons parler Europe avec La Rochelle qui a gagné son match ce week-end, peut-être pour rien, on verra. Nous parlerons également de Pro D2 avec le plafond de verre, on peut l'appeler comme ça, de Soyo Angoulême qui à chaque fois qui raffronte un gros père du monde au balcon. Enfin, avec les affluences qui sont en hausse cette saison dans le top 14, et c'est un phénomène un petit peu général sur la planète. Et nous parlerons bien évidemment du tournoi Destination. C'est parti, ils seront rassemblés ce dimanche à Paris, les 42 de la liste de Fabien Galtier. On commence donc, messieurs, par l'Europe. Vous étiez à La Rochelle, Nicolas, vendredi soir. Est-ce que c'est une victoire pour rien ? Un peu, oui, complètement. C'est une victoire pour rien. Alors, La Rochelle a 10 points. Désormais, il reste un match. On sait qu'ils peuvent jouer une place d'éventuel meilleur deuxième. Mais il y a des équipes qui sont plus avancées dans les autres poules, donc ça paraît improbable. Il va y avoir des regrets si La Rochelle arrive à faire un résultat avec Exeter, qui a été accroché par Glasgow ce week-end. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, La Rochelle s'est rassurée. La Rochelle a fait le boulot à domicile, a pris le bonus offensif. Ce n'était pas un grand match, notamment en première période. La deuxième mi-temps a été nettement meilleure, mais ce n'était pas un grand match. Mais voilà, ils ont fait le boulot à la maison. Ça a permis de relancer des joueurs comme Grégory Aldrit, qui a été sélectionné en équipe de France. On a revu le demi d'ouverture Yaya West. Donc voilà, ça a permis un petit peu encore de faire tourner. Et dans la dynamique actuelle de La Rochelle, c'est une victoire ultra positive. Dorian, il y a eu un gros match de Kerbarlo à la mêlée. Il monte en puissance dans cette charnière rochelaise. On en a parlé l'autre jour avec son coéquipier de l'ouverture, Jules Pisson. Kerbarlo, le joueur qui ne va pas changer la saison de La Rochelle, mais important, expérimenté à ce moment-là de la saison. Ah oui, c'est dans ce genre de moment clé qu'on a besoin de tels joueurs comme Karl Barlow. La Rochelle, voilà, c'est une victoire qui ne sert pas à rien parce que ça va être dans la continuité du top 14 et qu'ils étaient en difficulté. Ça va peut-être leur faire du bien. On va voir ce que ça va donner plus tard en top 14. La Rochelle qui va jouer quoi ? Qui va attendre un petit peu ce week-end pour rien en fait. Ouais, je pense qu'ils vont faire un peu tourner avant les vacances, ils vont faire jouer des jeunes. Alors on disait que La Rochelle était un petit peu en difficulté en top 14, ça va quand même beaucoup mieux, Ils sont troisième, ils sont sur le podium quasiment. Ils montent en puissance, c'est les Rochelais. Donc voilà, là ils sont vraiment sur une dynamique ascendante. Moi, franchement, cette équipe Rochelet, je trouve qu'elle commence à prendre de l'épaisseur. Il y a un amalgame qui est en train de se créer avec le staff, avec les jeunes, avec les tauliers de ce groupe comme Romain Sazi, comme Pierre Aguillon, des joueurs comme ça, Karl Barlow qui est en train de devenir une machine. C'est vraiment lui qui porte l'équipe depuis un mois. Attention à La Rochelle en fin de saison, parce qu'on a connu La Rochelle qui était un rouleau compresseur, qui marchait sur tout le monde, donc qui était très attendu. Là, cette saison, on ne les attend pas et ils peuvent surprendre plus d'une équipe en phase finale. Alors La Rochelle vainqueur presque pour rien, parce qu'on n'est jamais vainqueur pour rien en rugby, mais pas encore qualifié, ou qui le sera probablement pas. En revanche, l'UBB en challenge est qualifié, première historique pour le club bordelais qui s'est imposé ce week-end face à Édimbourg, qui est sûr de finir en tête de sa poule et d'être qualifié pour les quarts. Historique et sacré perf de l'UBB encore, parce que le match était à la hauteur du résultat. On ne va pas regarder les 10 premières minutes quand même, parce que c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il y avait cette pression qu'ils avaient. Et Édimbourg a tapé directement dans le jeu en début de match, ils ont failli marquer des essais. C'est vrai que l'UBB regardait son adversaire les 10 premières minutes, il fallait cette action, cette remontée de Nantes du coin qui a passé à Wookie, ce duo avec Cordero, pour que ça déclenche quelque chose derrière. Et puis voilà, c'est là où on l'attend. Alors Marty l'a dit au micro, aux journalistes à la fin, on attend dans ce genre de match Semi Radradra, c'est ce qu'il a fait. Il a amené 2 essais, donc c'est très sympa de sa part. Voilà, c'est vraiment important de voir un tel joueur comme ça. Il n'y avait pas que lui, parce que alors Cordero derrière, énorme match encore, énorme technique de l'Argentin. Non, mais je crois que là, Christophorus, il a trouvé son 15, allez, c'est 23. Vraiment, il y a une équipe qui est en train de se dégager. Radradra, bien évidemment, c'est une machine. Il est capable de. On a franchi un cap, pardonnez-moi, on a franchi un cap. Oui, et je pense qu'ils ont franchi un cap parce que voilà, il y a vraiment, on en parlait la semaine dernière déjà, mais cette dynamique qui est en train de se créer. Et puis, c'est quand même quelque chose d'historique pour Bordeaux, première phase finale de leur histoire, que ce soit en top 14 ou en Coupe d'Europe. C'est la première fois qu'ils arrivent sur un match coup près à vraiment justement franchir ce cap-là, à passer cet événement mental, parce qu'une qualification en phase finale, c'est pas que du rugby, voilà, ça on savait qu'ils savaient faire. Mais franchir la pression de ce match coup près, ça ils l'ont fait. Et pour la suite de la saison, c'est super intéressant aussi. Alors le bébé sera ce week-end, si elle joue ou pas son quart à la maison. L'objectif plus que jamais, c'est d'aller au bout maintenant, mais ça sera compliqué quand même. Oui, ce sera peut-être compliqué, mais je pense
qu'ils ont l'effectif pour. On a encore vu que là, le banc a porté. Voilà, l'essai de Lesgourg, il était rentré même pas 5 secondes avant, il marque son essai. Penny Ravai, une nouvelle fois, il est vraiment extraordinaire, ce joueur. C'est vrai que cette équipe est incroyable. Pourtant, ça tapait dur. Édimbourg, ils ne sont pas venus. C'est costaud quand même. C'est très costaud. Ce qui m'a étonné de cette équipe d'Édimbourg, c'est qu'à midi et quart, je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois ça, ils étaient déjà à l'échauffement, tous les joueurs. Après, ils sont rentrés, ils sont revenus à l'échauffement. Donc, c'est vrai qu'eux aussi, ils avaient préparé ce match. Puis, l'UBB, la vitesse était présente. Ils ont déstabilisé leur adversaire. Puis, derrière, on ne les a plus trop vus, les Écossais. Alors tout va bien pour l'UBB en Coupe d'Europe, en top 14, premier en challenge européen, premier en top 14. On va passer à la Pro D2 pour le deuxième thème de cette émission. Et ça va un peu moins bien pour Soyaux Angoulême qui fait quand même une bonne saison. Les Charentais sont 8e, mais à chaque fois, face au gros bras de cette Pro D2, ça coince. Défaite à la maison, certes courte, 23-20 jeudi dernier face à Perpignan. Il y a un match à Grenoble, l'autre leader ce week-end. C'est compliqué pour les Charentais pour aller beaucoup plus haut que 8e, qui est déjà très bien. Bien sûr, il y a aussi une logique de budget maintenant en Pro D2. On sait la densité de cette poule. On parlait de Grenoble, on parlait de Perpignan, il y a Oyonnax, il y a des clubs comme Nevers qui sont maintenant de véritables armadas, Aix-en-Provence qui s'est renforcé. Je veux dire, voilà, même les clubs qui jouaient plutôt le maintien ou le milieu de tableau maintenant sont capables d'aller taper n'importe quelle équipe sur son terrain. Donc c'est sûr que voilà, on parlait justement de ce petit déclic mental pour l'UBB. Soyaux cette année ils l'ont pas. Voilà, la victoire référence face à un gros, il leur manque ça. Il va falloir se dépêcher pour rester accroché au bon wagon et espérer se qualifier pour les playoffs parce que sinon, il y a quand même des équipes qui sont mieux armées pour jouer les phases finales. C'est déjà bien d'être à cette place-là pour ce petit club en termes de budget, bien évidemment, et pas en termes de jeu de Charente. Oui, ils vont monter au fur et à mesure. Voilà, la priorité pour Soyaux, c'est peut-être pas de battre les gros, mais de battre leur équipe à leur portée ou vraiment qui sont en dessous d'eux. C'est gratter des points face à ces équipes-là. Et puis au fur et à mesure, voilà, il faut que le budget arrive. Au fur et à mesure, ils vont monter une équipe, une structure aussi, Soyaux Angoulême. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors toujours en Pro D2, Biarritz a cartonné ce week-end en s'imposant largement. Biarritz 5e et qui vise évidemment le top 6 et la qualification pour les phases finales pour leur montée. Un mot pour terminer cette partie Pro D2 pour évoquer Mont-de-Marsan, battu à domicile par Vannes et qui se retrouve encore en position difficile en bas de tableau. Mont-de-Marsan va jouer le maintien toute la saison? Oui, je pense. L'après-Lossuc est compliqué à digérer. En plus, Christophe Lossuc est parti à Agen avec des joueurs qui étaient des tauliers à Mont-de-Marsan. Donc voilà, il faut se reconstruire. Je pense que c'est la fameuse saison de transition. Après, c'est très important que Mont-de-Marsan se maintienne parce qu'on a quand même envie de voir un club landais en Pro D2. Ça serait terrible pour ce département, pour la région de perdre Mont-de-Marsan. Ils n'en sont pas là, franchement, je pense qu'ils vont se maintenir. Mais c'est vrai qu'il va falloir se reconstruire et se relever après cette saison difficile parce que on a quand même vu cette année qu'il y a certains clubs historiques, des bastions du rugby français, qui ne sont plus armés justement en termes de budget, de masse salariale pour rivaliser avec les gros. Et donc pour Mont-de-Marsan, il va falloir se reconstruire autrement, passer peut-être par la formation, les jeunes, voilà, c'est certainement le salut. Et avec un match capital pour Mont-de-Marsan ce week-end à Aix-en-Provence, finale déjà pour le maintien. Oui, finale déjà pour le maintien. C'est vrai que le sud-ouest n'est plus maintenant le bastion du rugby. On voit que Vannes, maintenant, ça marche. Maintenant, le nord de la France commence à marcher au rugby. Donc, c'est vrai que le rugby français change dans cette tournure. La minute Kleenex, on pleure un petit peu sur le passé historique très du rugby avec le paysage qui change et des clubs qui disparaissent un petit peu. Il y a quelques années, ces deux clubs étaient radar, top 14, mais d'autres qui montent aussi dans cette élite du rugby français. Et justement, cette élite, quelle belle transition, messieurs, quelle belle chistera au passe croisé au choix pour aborder le troisième débat du soir. Il est consacré justement à ces affluences en hausse dans le championnat de France de top 14 du monde. Au balcon, au pluriel évidemment. C'est assez étonnant d'ailleurs, depuis le début de la saison en top 14, 14 000 spectateurs de moyenne un petit peu partout en France, avec un classement là encore, l'UBB est en tête, match à Chaban, 24 341 fans exactement en moyenne au stade Chaban-Delmas. Comment explique-t-on ces affluences en hausse du top 14 ? Est-ce que c'est dû au jeu ? Pas forcément changé par rapport aux saisons précédentes, pas forcément beaucoup plus spectaculaire. Est-ce qu'il y a un nouvel attrait après la Coupe du Monde ? Qu'en pensez-vous ? Oui, il y a un effet Coupe du Monde, ça c'est indéniable. Il y a aussi pour moi un effet, c'est qu'on voit de plus en plus de rugby. Avant, le sport exposé, c'était le foot. Maintenant, si vous voulez voir un match de top 14, vous pouvez le voir. Donc les gens s'identifient au club de leur région parce qu'ils consomment plus de rugby, voilà, c'est ça. Il y a aussi quelque chose, c'est qu'on voit de plus en plus de pays émergents, que ce soit par le biais du rugby à 7, où on voit beaucoup de pays africains, le Kenya. Donc ce sont des nations qui se mettent au rugby et tout ça, et du coup les gens s'y intéressent aussi. On se dit, avant c'était un cercle très fermé, il y avait l'hémisphère nord, les anglo-saxons, voilà, on était 6. Oui, voilà, c'est ça, et 3 pays dans l'hémisphère sud. Maintenant vraiment, et la Coupe du Monde au Japon a marqué ça, le rugby est vraiment en train de s'ouvrir, et ça se voit chez nous avec les affluences en top 14. Alors ça se voit en France, mais c'est un phénomène général, quasiment sur un petit peu toute la planète, à part au pays de Galles, sinon c'est plus 15% en Écosse, plus 10% en Irlande, plus 8% en Angleterre, plus 7% aussi d'affluence en Afrique du Sud.
Vous êtes de l'avis de Nicolas, Dorian. Bah, Le rugby est bankable, comme on dit aujourd'hui? Ça a commencé un petit peu lors des Jeux Olympiques en 2016 à Rio, donc quand ils ont intégré le rugby à 7, où on avait quand même les stades un peu remplis pour cette compétition, surtout au Brésil, qui n'est pas non plus le sport roi là-bas. Après, c'est vrai que ces stats, moi, je n'arrive pas à comprendre. Ça ne vous plaît pas? Ça ne me plaît pas parce que, comme La Rochelle, ça fait, je pense que Nicolas va être mieux renseigné que moi, ça fait plus de 40 matchs qui sont à guichet fermé, 16 000 personnes, alors que l'UBB, des fois, ils sont à 28 000, 38 000 ou des fois 7 000. Ça dépend vraiment des stades, donc c'est vrai que dire que l'UBB est en tête, oui, il y a du monde, oui, il y a une moyenne qui est là, mais je pense qu'on mettrait d'autres clubs comme La Rochelle peut-être en tête dans ce classement qui vraiment à tous les matchs est à guichet fermé. Non, mais le rugby est bankable, hein. On le voit déjà, l'augmentation des droits télé chaque année, ce que peuvent mettre certains diffuseurs sur le top 14, déjà ça montre que le rugby est bankable. Et d'ailleurs, vous êtes nettement mieux payé, vous, depuis quelques années, non? Ouais, beaucoup plus, ouais. Beaucoup plus. Est-ce qu'il ne profite pas un peu d'un relatif désintérêt pour le foot, le rugby? Il y a un Peut-être. peu moins de monde dans les stades de Peut-être foot. aussi, ouais. Est-ce que le rugby n'en Même si profite je pas pense aussi? que le Ou rugby. ça n'a rien à voir. Non, voilà. mais le rugby n'a plus cette image du sport, les valeurs, les fameuses valeurs de l'Ovalie. Ah, on y est. Non, mais c'est plus trop ça, faut le dire. Et je pense que les supporters s'en rendent compte aussi. Le rugby s'est professionnalisé et tend à se rapprocher un petit peu du foot, que ce soit dans le mode de communication de certains clubs. Je suis pas sûr que ce soit vraiment la différence entre le foot et le rugby. Enfin voilà, je suis pas sûr que ce soit ça qui fait que les gens viennent au stade de rugby. C'est vraiment tout ce qui se crée autour du rugby par rapport Donc au un foot. public et pas forcément un public simplement de connaisseurs qui Ouais, vont au je rugby. pense. Il y a peut-être autre chose qui vient voir un spectacle, Spectateurs un show. aussi, un show. C'est vrai que la Ligue nationale de rugby met beaucoup d'argent, investit beaucoup dans des événements. Voilà, il y a le Fan Day, il y a le Boxing Day, qu'on voit tout ça, et c'est tout le temps Ouais, rempli. pendant les fêtes de Ils fin d'année. investissent, alors que c'est vrai que la Ligue de football professionnel ne fait pas les mêmes opérations que la Puis LNR. le côté sécurité. Vous êtes père de famille, vous avez plus envie d'aller vers un match de rugby plutôt que vers un match de foot. Parce Oui, que les forces de l'ordre sont très Voilà. rares au rugby dans les stades. Non, mais ça joue aussi. Ça joue aussi beaucoup pour l'attrait du rugby. Est-ce que ça peut encore se développer avec la Coupe du Monde en France dans 3 ans, qui aura encore un effet encore plus important dans les 3 prochaines années, vous pensez? Ça dépend de ce que fait la fédération en communication, en marketing, en tout ça, jusqu'à 2023. Mais ils se sont préparés, je pense qu'ils ont déjà un plan en tête et ça va augmenter au fur et à mesure. Oui. On avait aussi les chiffres de Pro D2, hein, les affluences depuis le début de la saison. Là encore, même en Pro D2, à part Biarritz, qui a perdu des spectateurs, ce qui est peut-être explicable avec la concurrence de l'Aviron Bayonnais pas loin, mais sinon, globalement, elles sont en hausse un petit peu partout. 3000 spectateurs, 3200 spectateurs à Rouen, par exemple, promu, c'est intéressant aussi là-bas. Oui, et puis c'est des villes aussi, on va dire, bon, à Rouen, c'est vrai que c'est le hockey sur glace qui domine un petit peu là-bas, mais voilà, c'est la sortie du week-end, il y a vraiment la grande équipe qui joue ce week-end-là, je vais me faire une sortie avec ma famille. Voilà, il y a des villes comme ça où il n'y a qu'un club, alors qu'à Bordeaux, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs qui sont au haut niveau, ou à Lyon, ou à Montpellier, ou ce que vous voulez, mais c'est vrai que dans ces petits clubs, dans ces petites villes, on a envie de sortir voir ce match. Et l'un des meilleurs vecteurs pour attirer des gens dans les stades, c'est bien évidemment l'équipe de France. Dernier débat du soir, le tournoi Destination, c'est parti avec l'annonce de la liste des 42 joueurs retenus pour préparer France-Angleterre avec l'annonce de la liste de Fabien Galtier. Dimanche, ces joueurs seront rassemblés donc pour commencer à préparer le début du tournoi. La liste, 42 joueurs, Charles Olivon capitaine, on en parlait l'autre jour, c'est officiel, il est capitaine. 5 joueurs de l'UBB, 2 de La Rochelle. Ça vous plaît cette liste ou pas? Ouais, Voilà. moi, elle me plaît vraiment. 19 joueurs qui n'ont aucune sélection, c'est un choix énorme, un choix très fort. C'est la carte au jeunisme. Hein. Oui, mais si vous le faites pas maintenant, vous le faites quand? J'ai pas dit que c'était pas bien. Non, mais c'est bien, il y a non, mais parce un vrai qu'on renouvellement. on a eu des tas de débats. C'est vrai qu'il n'y a qu'un seul trentenaire, c'est Bernard Leroux. Ok, il y a un manque d'expérience, c'est sûr. Maintenant, l'objectif, c'est quoi? C'est de gagner la Coupe du Monde en 2023. On va essayer de pas trop se ramasser face aux Anglais là, parce que sinon, ça va faire tâche. Ça, c'est sûr. Mais l'objectif, à terme, c'est ça. Bien sûr qu'il faut construire avec des jeunes, au moins les intégrer dans ce groupe des 42 pour qu'ils voient ce que c'est, humer un petit peu l'odeur de l'équipe de France, de ce tournoi de destination. Moi, cette sélection, franchement, j'aime sur le papier. Je la trouve parfaite. Elle vous plaît aussi, Dorian? Oui, elle me plaît, on parle d'expérience, mais ces joueurs, quand même, ils jouent tous les week-ends dans leur club. Titulaires, ils ne sont pas remplaçants aux réservistes, donc ils connaissent un peu l'adrénaline des matchs, etc. Donc oui, elle est vraiment plaisante, ces 19 joueurs qui arrivent comme ça. Mais voilà, c'est découvrir aussi ce que c'est Marcoussis, la cohésion du groupe, etc. Même si la plupart vont revenir en club. Voilà, c'est un tout. Un peu moins de 24 ans de moyenne d'âge, mais est-ce que cette génération, justement, aujourd'hui, qui est professionnelle, qui a été élevée au biberon du professionnalisme, n'est pas plus mature, plus mûre, Bien plus sûr. tôt que les générations précédentes? On parle beaucoup, on se dit plus de 30 ans, mais aujourd'hui, est-ce que le débat il est encore là? Est-ce qu'à 20 ans, 22 ans, ce ne sont pas des jeunes joueurs qui sont déjà, entre guillemets, confirmés? Mais si, on le voit avec Romain Tamac, on le voit avec Mathieu Jalibert, donc on côtoie beaucoup à Lyon Bordebègle. Mathieu Jalibert, depuis qu'il a 18 ans, 17 ans, il est conditionné au professionnalisme, il s'entraîne à parler aux médias. Enfin, je veux dire, c'est un environnement qu'il appréhende et qu'il sait qu'il doit le gérer. Voilà, ça fait partie de ça. Donc bien sûr que cette nouvelle génération est prête bien plus tôt que les anciennes. Et en plus, c'est une génération qui sait gagner parce qu'ils ont remporté 2 fois de suite la Coupe du Monde des moins de 20. Et ça change beaucoup de choses aussi dans l'état d'esprit. Ça change en équipe de France aussi, l'équipe de France qui gagne.
Dorian, Oui, c'est vrai que par rapport aux seniors, ça gagne plus chez les moins de 20 ans. ils sont plus mûrs, ces jeunes aujourd'hui? Oui, ils sont plus mûrs, comme disait Nicolas, ils sont éduqués, ils sont préparés, ils ont leurs cours, c'est directement, je sais qu'ils s'entraînent à Moga, ils ont les cours à Moga, etc. Il y a la cohésion de groupe qui se met en place. Voilà, ils jouent tous les week-ends tous ensemble, ils sont titulaires à chaque fois, donc ils ont l'expérience. Peut-être pas du 15 de France, ils vont le découvrir, mais ils ont l'expérience du rugby de haut niveau. Et s'ils prennent 30 ou 40 points contre l'Angleterre, est-ce qu'on ne va pas entendre le vieux pas débat, grave. rappeler les vieux? Mais non, c'est pas grave. C'est que le premier match. Les Anglais, ils ont fait quoi il y a 4 ans? Ils ont fait ça. Quand Eddie Jones est arrivé, il est reparti de zéro, il a construit avec des jeunes comme Farrell, il a confié le brassard à un joueur qui était très jeune. Voilà, bon, les Anglais n'ont pas fait que des bonnes choses pendant les 2 premières années, mais par contre, après, c'est devenu une machine de guerre et ils font finale de la Coupe du Monde. Alors, je ne dis pas qu'on va être champion du monde en 2023, mais je dis que si on ne fait pas ça, et si la transition est encore plus lente et qu'on garde certains joueurs qui plafonnent au niveau international parce qu'ils ont soi-disant de l'expérience, je pense qu'on va perdre du temps. Et avec qui? À l'ouverture, un fauteuil pour 3, entre le Bordelais Mathieu Jalibert, entre Romain Tamac, le Toulousain, et puis le Toulonnais Louis Carbonel. Alors vous allez me dire forcément Mathieu Jalibert, vous ici, je sais bien, mais sans être chauvin, étant tout à fait objectif, qui à l'ouverture, messieurs, pour mener le jeu de l'équipe de France face à l'Angleterre finalise à la dernière Coupe du Monde? Pour moi, Mathieu Jalibert. Pourquoi? Sans surprise. Non, mais pourquoi? Parce que déjà, je pense que c'est le meilleur dans l'alternance. C'est quelqu'un qui est capable d'amener énormément de vitesse avec le ballon dans les mains, mais qui est capable de faire des passes au pied, de jouer par-dessus. Un petit peu comme Romain Tamac, mais je mets tout simplement Mathieu Jalibert en 10 parce que je pense que Romain Tamac sera plus précieux au centre, au poste de 12. Et de jouer avec ce Il fameux y a des infos, 58e. Nicolas, il a discuté avec Fabien Galtier un peu. Pas encore. Fabien, si vous nous écoutez. Non, mais je pense que Ntamak en 12, ce fameux poste de 5-8e où il faut avoir un joueur qui est capable au niveau international d'avoir un vrai jeu au pied, là, Ntamak, il sera très intéressant. Et d'ailleurs, Hugo Mola l'utilise à ce poste-là à Toulouse. Donc c'est pour ça que je choisis Jalibert. Maintenant, si dans l'esprit du staff, Ntamak est un pur 10, je pense que c'est lui qui commencera le tournoi. Dorian, Mathieu Jalibert aussi à l'ouverture pour mener le Mathieu jeu des Bleus Jalibert, ou pas? Oui, Mathieu Jalibert, je ne sais pas ce que je vais rajouter de plus de ce qu'a dit. Merci, à bientôt. Alors, C'est quand même excellent ce soir, visiblement. du très grand Nicolas Paolorsi. Mais oui, après c'est vrai que le poste de Romain Tamac c'est le centre, mais c'est vrai qu'il y a du monde aussi à ce poste-là. C'est vrai qu'on peut écarter Louis Carbonel qui sera, je pense qu'il va retourner à Toulon, même s'il va faire des allers-retours. Mais oui, il faut mettre Mathieu Jalibert. Si on veut préparer l'avenir, il vaut mieux mettre Mathieu Jalibert dès maintenant à ce poste-là. Ça l'a fait grandir aussi ses blessures, notamment Ouais, en équipe de France. Il a joué 18 minutes, je crois, contre l'Irlande avant de se blesser au genou. Ça lui a apporté de la maturité, de l'expérience, du recul sur le poste et sur lui, sur le jeu. Comme ça, de grosses blessures au genou, ligaments en plus, vous prenez conscience de la courte durée que ça peut être une carrière de rugbyman pro. Et je pense que vous mordez dans tout ce qui passe. Et depuis le début de saison, c'est clairement ce qu'il fait. Dès qu'il a une seule minute, Mathieu Jalibert, il en profite. Moi, je sens que c'est sur ça qu'il a évolué. Il a pris plus de maturité, peut-être encore plus d'envie de jouer au rugby qu'avant. Et ça se ressent. C'est quelqu'un de pétillant sur le terrain, dans tout ce qu'il fait, insouciant encore, et ses blessures vraiment lui ont amené quelque chose. Et Richard Dourte, l'ancien international, à le Dacois, c'est ce qu'il disait dans les colonnes Midi Olympique cette semaine. Confiance à Mathieu Jalibert, il faut lui donner les clés du camion. Oui, il faut lui donner les clés du camion. C'est un Il ne leader. sera pas tout seul, évidemment, il y en a d'autres. hein. Non, mais c'est un leader. On le voit à Dans la l'UBB. conduite du Dans la conduite, voilà, de tout ça, on l'a vu à l'UBB que Christophe Furios ne l'a pas convoqué dans cette petite réunion de leaders. C'est lui-même qui est allé le voir. Mais il a dit, mais bien sûr, tu es avec moi. Donc voilà, il a ce leadership qu'il a à l'UBB. Il va le mettre en place. C'est un passionné. Christophe Furios va le faire progresser. Oui, bien sûr. Christophe Furios va le faire progresser. Et puis, Jalibert, il a quelque chose, c'est que c'est aussi un stratège. Et ça, tous ces formateurs à l'UBB le disent. C'est quelqu'un qui est passionné par le jeu, qui s'intéresse au rugby. Et cette nouvelle génération, d'ailleurs, est très passionnée par le rugby, mais Jalibert peut-être un peu plus que les autres. Et ça, pour moi, c'est un énorme C'est ce qu'on avantage. leur reproche parfois à cette nouvelle génération. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Maillot. Alors peut-être qu'il ne sera pas énorme sur ce tournoi-là, parce que pour être bon au poste de numéro 10, il faut que vous ayez des avants qui avancent. Rugby international. Tout, gagner des ballons. Si on se fait marcher dessus, c'est pas Mathieu Jalibert qui va faire des percées de 70 mètres. Ça n'existe plus ça, dans le rugby moderne. En plus, il pousse pas. Non, mais voilà. Mais je pense que vraiment, il faut construire avec ce joueur-là. C'est le futur 10 de l'équipe de France avec Romain Tamac, c'est sûr. Je pense qu'il en a encore sous la pédale en plus, Jalibert. Donc il va monter au fur et à mesure son niveau de jeu. Confiance donc à Mathieu Jalibert pour conduire le jeu de l'équipe de France qui sera peut-être titulaire. A priori, il devrait être titulaire à l'ouverture pour France-Angleterre. Merci messieurs d'être venus ce soir. Vous avez été parfaits, encore extraordinaire. Beaucoup d'analyses. Nicolas Paolorsi, Dorian Malvezin, merci infiniment d'avoir partagé tous ces thèmes avec nous ce soir. Rendez-vous lundi prochain, même endroit, même heure, 20 minutes encore consacrées au ballon ovale. Bonne semaine à vous. Merci, ciao.